par Technologia et Formation Qualitan. Merci beaucoup d'être là, très nombreux. Alors, voilà, ça se stabilise un petit peu. On va débuter tout de suite, tranquillement. Pour ceux qui viennent de se connecter, bonjour, bienvenue au webinaire Cohésion par Technologia et Formation Qualitan. Quelques informations pour ceux qui ne nous connaissent pas. Depuis 1996, Technologia est l'un des principaux partenaires québécois en développement de compétences et de solutions sur mesure pour les entreprises, avec près de 500 formations dans divers domaines, dont les technologies de l'information, la gestion de projet, la transformation et les opérations, et également le leadership et la gestion des talents. Et du côté de nos collègues chez Formation Qualitan, qui est aussi un grand expert québécois en développement de compétences et de conception de formation e-learning, on se spécialise en efficacité et habileté professionnelle et personnelle, comme la gestion du temps, des priorités et des documents, l'efficacité et les habiletés numériques, comme la bureautique, les outils Microsoft et Google, et également l'amélioration des processus et de la productivité. Si vous souhaitez en savoir davantage, rendez-vous sur le technologia.com ou encore aux formations avec un S, trait d'union, qualitan.ca ou appelez-nous. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. On débute aujourd'hui par la lecture rapide, une méthode qui donne des résultats. J'avais très, très hâte à ce webinaire. On a tous appris à lire, mais très peu comment lire. Pourtant, nous recevons en une journée plus d'informations qu'une personne pouvant recevoir en quelques semaines dans les années 50. Certaines sont capables de passer d'une lecture moyenne de 180 mots par minute à près de 600 mots en une seule journée, sans lire en diagonale ni sauter des mots. Comment? D'abord en acquérant des techniques simples, en modifiant certaines habitudes, en se posant les bonnes questions avant leur lecture et en adoptant des stratégies variées selon les situations. On discute de tout ça aujourd'hui avec René-Louis Comtois. René-Louis, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Ça me fait grand plaisir. C'est un webinaire qui attire les foules, visiblement. Si vous avez des questions pour René-Louis pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser juste en bas de l'écran dans la section Q&A. Il me fera plaisir de transmettre vos questions. Alors, René-Louis, je pense que tu avais une présentation pour nous. Oui, je partage mon écran. Super, Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tout le monde voit? formidable. Ouais, voilà. Bon, ben, excellent. À toi la parole, René-Louis. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous présente rapidement un peu les fondements, comment ça fonctionne la lecture rapide. Je me présente tout de même brièvement. Formateur conférencier, mon parcours gestionnaire de projet d'abord, consultant après ça dans les années 90, fin 90 en gestion de qualité, fondateur de formation Qualitan. J'ai créé une méthode de gestion du temps qui est très précise, alliance avec Technologia en 2022. J'ai fait quelques publications, 6 ou 7, quelque chose comme ça. J'avais commencé avec la lecture rapide, puis j'ai fini la boucle aussi avec la lecture rapide en nommant le livre Lire vite et mieux à l'ère du numérique, parce que ça a bien évolué de ce côté-là aussi. Et il y a des approches aussi, des compétences de lecteur, je pense qu'on a dû aussi développer au cours des années. Je vais vous en parler. Quelques mots sur la lecture rapide. Ça, je suis bien placé pour le savoir. Il y a de nombreux préjugés autour de la lecture rapide. J'aime bien raconter cette petite anecdote. En fait, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu le film de Woody Allen. Il s'en va suivre un cours de lecture rapide, revient à la maison, puis il va chercher dans sa bibliothèque La guerre et la paix. Là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Puis il fait avec le livre comme ça. Il dit, voici, ça se passe en Russie, puis il remet le livre dans sa bibliothèque. C'est un préjugé sur la lecture rapide, mais qui est un peu fondé, vous allez voir. Ça dépend des écoles, ça dépend des approches. À la petite école, on a, comme le disait Michael, on a appris à lire, mais pas comment lire. Puis quand on y pense, là, comment ça s'est passé, ben, nos enfants nous ont d'abord manifesté qu'ils étaient capables de lire en lisant à haute voix. Puis là, on leur a dit, ben, OK, maintenant, fais la même chose, mais dans ta tête. Ça s'est à peu près arrêté à ça. Euh, Ce qu'on fait, évidemment, la lecture est quand même une technique qui aurait dû s'apprendre plus vite. C'est un apprentissage et ben oui, quand on apprend une nouvelle technique, il y a un certain inconfort. Mhm. C'est un petit peu ça d'ailleurs qui est le but
d'un cours en lecture rapide, parce que les méthodes sont quand même assez simples. Ce genre de coaching, si on veut, pour justement développer rapidement de nouvelles techniques. C'est bon d'avoir un objectif. D'ailleurs, en début de cours, on calcule toujours à combien de mots à la minute on lit et avec quelle compréhension. Et ben, on vise évidemment à aller plus vite à la fin du cours. Généralement, les gens vont doubler au moins leur vitesse de lecture, toujours en lecture intégrale, puis souvent avec une meilleure compréhension. Mais à titre d'exemple d'objectif, la plus âgée de mes filles est venue au cours en lecture rapide, elle était au cégep à l'époque. Puis elle lisait ben, une lecture moyenne, là, au début du cours, un peu comme tout le monde, 180, 200 mots minute. Puis elle a terminé la C'est à peu près ça, formation. René-Louis, la moyenne? C'est à peu près 182. ça. C'est- Ouais, c'est dans ces eaux-là à peu près, là. C'est la vitesse à laquelle je lisais là, quand Mhm. j'avais pour la première fois validé ma vitesse de lecture. Et elle a terminé le cours à peu près à 400 mots minute. Puis je pense qu'elle lit beaucoup plus vite aujourd'hui. Et elle a fait ça à la veille de faire ses cours universitaires. Donc c'était un très bon temps pour le faire. Mhm. Donc, c'est rentable, bien sûr. J'aime bien dire en début de cours que de voir ça comme un jeu, de se comparer à soi-même, finalement. Il peut y avoir un petit côté un peu des fois qui porte à autre chose, là. Euh, on fait le cours notamment avec, c'est pour ça que j'ai mis un petit chronomètre qui est là, parce que bon, il y a plusieurs des exercices où on va justement essayer toujours de pousser un petit peu plus la vitesse, qui n'est pas le but fondamental. C'est juste que, comme je disais, ben, on voit ça un petit peu comme un coaching. Et important, très important de se mesurer à soi-même. J'ai l'habitude de dire que je suis une bonne personne pour donner des cours de lecture rapide parce que je suis un lecteur plutôt moyen en termes de vitesse. Il y a des gens qui vraiment sont faits, ont un certain talent, qui peuvent décoller plus vite si on veut, mais c'est important vraiment de toujours se mesurer à soi-même dans ça, donc de voir dans une telle formation, donc de voir ça comme un jeu. Et comme le disait Michael, il y a une augmentation substantielle de la de la quantité d'informations. Alors oui, ça vaut la peine de posséder, je pense, cette compétence. Euh, Combien de temps consacrez-vous à lire? En tout début de formation, ben, une question qu'on ne s'est pas posée souvent, combien de temps, dans le fond, j'accorde à mes lectures? Avec un petit tableau, ben, combien de temps pour vos rapports, les veilles, les lectures pour rédaction de rapports, courriel, peu importe quoi. Puis, ben, évidemment, à la maison aussi, on lit. C'est généralement, toutefois, les gens viennent plutôt pour les lectures de travail, quoique ça s'applique autant aux lectures personnelles. Puis souvent, c'est étonnant, les gens vont arriver avec des 15, 20 heures de lecture. Alors, ça permet encore une fois, de se donner un objectif concret. Et j'ai aussi l'habitude de dire, ben, qu'est-ce que vous souhaiteriez aussi lire si vous en aviez le temps? Mhm. Dans le premier petit tour de table dans lequel les gens donnent justement le temps qu'ils consacrent à la lecture en moyenne par semaine, ben, j'aime bien demander, est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez pas lire? Donc, dans les deux cas, si vous aimez lire, vous allez pouvoir lire davantage. Et si vous aimez pas lire, ça va passer plus vite. Fait que c'est toujours une bonne démarche, quoi qu'il en soit. Donc, des gains concrets. On va augmenter notre vitesse de 50 à 150 mots, 150 pardon. Ce qui est important de le dire sans sauter des mots. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas vrai. C'est vraiment pas de la lecture en diagonale. C'est pas Vous allez voir pourquoi ça vaut la peine. C'est pas seulement pour le côté lire davantage. On va être aussi plus efficace dans nos lectures de façon générale. Pourquoi? Parce que ça va notamment résoudre les problèmes de rêverie. On a tous ce problème-là. Tous les lecteurs, à un moment donné, on se met à lire, puis quelques minutes passent, puis oh, qu'est-ce que je viens de lire? Mhm. Puis on va voir pourquoi on parle dans cette rêverie-là. Donc, fondamentalement, le but est de garder notre attention. Et cette attention-là est basée sur une certaine vitesse de lecture. Comment on alimente le cerveau à la bonne vitesse pour pas justement que le cerveau parte de son côté ailleurs que dans le texte. Donc, ça va augmenter notre capacité de concentration, ça va un petit peu ensemble. On va améliorer étonnamment la compréhension. Évidemment, il y a une vitesse qu'il ne faut pas dépasser, mais c'est étonnant souvent de voir au fil des années certains lecteurs qui lisaient vraiment pas vite en début de formation et qui vont avoir été ben, des fois même jusqu'à tripler la vitesse parce que justement ils partaient très, très lentement et en augmentant la compréhension. C'est qu'à un moment donné, plus on lit lentement, plus on a de chances de perdre, de partir en rêverie. Donc on s'embarque dans un genre de cercle vicieux
Alors, il faut justement trouver la bonne vitesse pour augmenter la compréhension tout en augmentant la concentration. Et évidemment, la rétention, ça va de soi. Plus on est capable de comprendre, plus on est capable de retenir. Euh, on va aussi mettre quelques petits principes de gestion du temps pour mieux gérer la charge globale de lecture. Et évidemment, ben, dans les gains, lire davantage ou diminuer le temps consacré à la lecture. Euh, ah oui, j'ai oublié celui-là, puis d'ailleurs, qui est l'historique de un peu pourquoi j'ai fait les démarches de lecture rapide. Dans mon travail, ben, j'avais à lire beaucoup, j'avais perdu un petit peu le plaisir de lire. Donc, à la base, on va retrouver aussi plus de plaisir dans nos lectures de cette façon-là. Ça va être moins ardu, si on veut. Euh, que ce soit pour la lecture professionnelle que pour la lecture de loisirs. Donc, c'est une question qui vient toujours. Est-ce que ces méthodes-là sont aussi bonnes pour les lectures de loisirs? Bien sûr. Alors, peut-être un petit peu, évidemment, on va varier sa lecture, de vitesse de lecture, qui fait d'ailleurs partie, d'après moi, des compétences d'un bon lecteur, d'une bonne lectrice, d'être capable de varier sa vitesse de lecture selon la situation dans laquelle on est. Euh, donc, les objectifs de la présentation d'aujourd'hui. Premièrement, comprendre les mécanismes de base de la lecture. Pourquoi on lit plus ou moins rapidement. Après ça, ben, comprendre les mécanismes de la lecture rapide. De quelle façon la lecture rapide vient pallier à ces mécanismes de lecture traditionnels qui, dans le fond, diminuent la vitesse. Connaître trois principales stratégies de lecture. Une fois qu'on a une lecture de base, alors le but d'une formation, c'est toujours à peu près de doubler la vitesse de lecture de base. Là, on est en compréhension complète. Et là, on peut après ça adopter certaines stratégies de lecture. C'est là qu'on commence à lire un petit peu en diagonale. Il ne faut pas aller trop vite non plus. On va voir dans quelle mesure on peut le faire selon trois approches différentes. Euh, on va comprendre les mécanismes de la mémoire aussi. Il y a une façon aussi d'aborder la lecture en fonction de ces... En fait, il y a trois grands mécanismes de la mémoire qui vont faire en sorte qu'on va mieux préparer cette mémorisation-là dans une certaine attitude pour le faire. Et on va avoir certaines stratégies pour améliorer la rétention globale qui vont notamment être dans une bonne prise de notes, si évidemment c'est pertinent de le faire. Euh, alors, quelle est votre vitesse initiale? Alors, évidemment, ce n'est pas une question qu'on se pose fréquemment. Si jamais vous voulez la mesurer vous-même, vous prenez un texte, vous calculez à peu près le nombre de mots qu'il y a, vous lisez pendant 60 secondes, puis après ça, ben, on regarde combien de mots on a lu pendant ces 60, ben, combien ou bien c'est-à-dire que vous lisez pendant 60 secondes, au l'endroit où vous êtes arrêté, ben, vous comptez le nombre de mots que vous avez lus, puis voici combien de mots à la minute vous lisez. C'est aussi simple que ça. Combien de mots on lit à la minute? Euh, le lecteur lent lit à peu près de 100 à 150 mots minute. En moyenne, on va arriver à des 180, 250. Le lecteur compétent, lectrice compétent, va lire à peu près à 400 à 600 mots minute. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui lit à ces vitesses-là sans avoir d'abord acquis certaines méthodes. Dans une formation, il y a des fois des gens qui vont lire à 300 mots, 320 mots minute sans avoir pris de cours ou de s'être entraîné précédemment, mais ça dépasse rarement ça. Cependant, 4 à 600 mots minute après une formation, c'est très, très raisonnable de viser ça, qui est quand même 2% des lecteurs. Très performant, ça m'est arrivé à quelques reprises lors de la première formation, la première journée, des gens qui vont dépasser le 600 mots minutes. C'est assez rare. Si ces gens-là l'ont fait en une seule journée, c'est qu'ils peuvent continuer à progresser un peu, mais évidemment, il y a des limites. Et ce qu'on dit dans ce temps-là, c'est que votre résultat que vous avez eu à la fin de la formation, que ce soit 400 ou bon, peu importe, 350 mots minutes, ne pas vous attendre à l'augmenter beaucoup, mais être beaucoup plus à l'aise pour le faire. Donc, que ce soit beaucoup plus facile. Et apparemment, moi, je n'ai jamais rencontré. Il y a des gens qui vont lire en lecture intégrale à 1000 mots minute et plus. Alors, quel est le fonctionnement? Comment ça fonctionne? Comment on lit? D'abord, il faut dire que l'œil n'est pas fait pour lire. L'œil est fait pour voir en vision périphérique, alors que la lecture se fait en vision centrée. Alors, voici à peu près le mécanisme. Quand on regarde un texte, que ce soit à l'écran, que ce soit sur une page
une page imprimée, peu importe, ben, on va d'abord faire un genre de présélection. Notre œil, dans un champ visuel d'à peu près plus ou moins 20 mots, un peu comme si on jouait au dard, là, puis il y avait une cible sur un mur, ben, on verrait d'abord la cible. Ce 20 mots-là, ben, c'est notre cible. Et après ça, ben, là, le cerveau va dire, OK, voici, j'aimerais ça que tu m'envoies l'image de ce mot précis. Donc là, il y a une sélection. Et l'œil ne voit pas lorsqu'il se déplace. Donc, dès qu'il y a cette sélection-là, ce que fait l'œil, c'est qu'il part tout de suite en vision périphérique. C'est un mécanisme naturel. Jusqu'à ce que le cerveau lui dise très bien, voici, je veux voir un autre mot. Donc là, l'œil s'est arrêté sur un mot, je veux voir un autre mot. Et là, l'œil repart en balayage périphérique. Et de sorte que, et ça, c'est le docteur Javal qui a mis ça à jour, qui est un ophtalmologiste français au début du siècle dernier. Il a découvert que l'œil ne voit pas lorsqu'il se déplace. Donc, en observant le mécanisme de lecture, juste simplement en observant l'œil, il s'est rendu compte que ben, l'œil, quand il passait d'un mot à l'autre, ben, finalement, allait en haut, en bas, toujours en vision périphérique, jusqu'à temps qu'il s'en aille au mot suivant. Donc, une grande perte, si on veut, à cause de ça, une perte de temps, si on veut. Finalement, le mot est envoyé au cerveau qui le sous-vocalise, donc une traduction mentale de l'image. Euh, Puis évidemment, après ça, c'est en aller en pensée, synthèse, analyse, mémorisation, comparaison avec l'information qu'on a déjà. Donc, en gros, ce que j'essaie de transmettre, c'est que c'est un mécanisme qui n'est pas très systématique. C'est pour ça qu'on a j'essaie de dessiner des bulles en haut, en bas, pour essayer d'imaginer l'œil justement qui s'en va, qui cherche des mots. L'œil cherche des mots constamment. Les inconvénients que ça a, donc, premièrement, le cerveau doit faire un double travail. Il doit dire à notre œil où aller. En plus, évidemment, analyser l'information, la retenir, peu importe. Euh, et là, le prochain, c'est celui sur lequel je veux vraiment insister. Ce mécanisme-là fait que ça ralentit l'entrée des mots. Le, le- on pense à peu près, donc quand on pense dans notre tête, tout le monde pense à un petit discours qui se déroule dans la tête, comme ça, quand on réfléchit. Euh, Ça roule à peu près entre 300 et 600 mots minute. C'est à peu près la vitesse à laquelle on réfléchit. Or, qu'est-ce qui arrive quand on envoie les mots au cerveau à peu près à 200 mots à la minute? Rapidement, le cerveau fait un choix, puis c'est pas toujours le choix du texte qui est devant nous qui va être, pour lequel il va opter. De là, la rêverie. Alors, si j'avais à décrire rapidement qu'est-ce qu'une méthode de lecture rapide, j'appellerais même pas ça de la lecture rapide, je dirais c'est de lire à la vitesse à laquelle on pense, finalement, pour éviter cette rêverie-là. C'est de garder notre cerveau complètement captif. Euh, le champ de vision claire aussi est trop restreint. Le fait de focuser constamment sur un seul mot fait en sorte qu'on cesse de voir plus d'un mot à la fois. Donc, avec un entraînement, justement, on est capable de capter, justement, pas un seul mot, mais ce mécanisme-là fait qu'on s'en va en vision claire constamment, en vision centrée, si on veut. Donc, le champ de vision périphérique devient aussi trop large. Euh, les mots parviennent trop lentement au cerveau et ça fait en sorte qu'on a plus de mal à retenir. Nos enfants, si on revient encore une fois à cet exemple-là, quand ils ont commencé à lire, ben, déchiffraient très lentement les mots. Qu'est-ce que tu as lu? Ils s'en souvenaient plus parce qu'ils ne lisaient pas suffisamment rapidement. C'est là qu'on met le doigt sur le paradoxe entre plus on lit lentement, moins on comprend, puis ce cercle vicieux-là. C'est que la mémoire court terme, quand on n'a pas le temps de déclencher le processus de mémorisation. Le mémoire court terme dure quelques secondes, quelque chose comme 5 à 10 secondes. Si on n'a pas eu le temps de lire une phrase entière et de bien la comprendre, il y a de bonnes chances que ça n'aille pas à la mémoire long terme, si on veut. Mémoire d'analyse, mémoire de travail, etc. Donc, ça prend quand même une certaine vitesse de lecture pour être capable de bien envoyer l'information au cerveau. Donc, rapidement, c'est quoi le fonctionnement de la mémoire? Donc, il y a d'abord une mémoire perceptive, on capture l'information. Après ça, il y a une mémoire de court terme qui est maximum 30 secondes. On traite, on associe l'information. Donc, la mémoire perceptive doit déjà envoyer une certaine information qui a du sens. Parce qu'on a peu de temps pour l'analyser
Et après ça, bien évidemment, si ça a été analysé, traité par association, peu importe, là, ça s'en va dans la mémoire long terme, qui est une mémoire inconcertée. On ne peut pas se souvenir de quelque chose tant qu'on ne l'a pas une première fois oublié. Vous allez voir, je vais faire un lien avec ça plus tard, comment justement lire, pour être un peu plus certain de comprendre. Euh, Parce que la mémoire, fondamentalement, globale, est une mémoire inconsciente. On appelle l'information quand on en a besoin. Euh, donc, la lecture plus rapide, si j'ai dessiné des groupes de mots, c'est ce que je voulais faire, plus large, sans aller-retour. On va essayer d'élargir notre champ de vision. On va essayer de capter plus qu'un mot à la fois. On va adopter un parcours des yeux plus rythmé. Alors, il y a la méthode qui est de plus en plus, qui se distingue de plus en plus, est une méthode par laquelle on va guider l'œil. Si on veut. Puis juste pour faire un petit peu d'historique, il y a deux grandes méthodes, il y a deux personnes qui peuvent prétendre la paternité un petit peu de la lecture rapide. Il y a François Richaudot, ce qui est un Français. La plupart des livres qui sont européens sont plus orientés sur Richaudot. Richaudot est parti des études du docteur Javal. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va contrôler l'œil. On va essayer de faire en sorte, par un certain entraînement, de guider l'œil le plus possible. Et tous les exercices d'entraînement sont, par exemple, consistent par exemple à prendre un petit carton, découper une petite fenêtre dedans, promener le petit carton sur des textes, en essayant de capter des blocs de mots très rapidement, ou avec des textes qui sont formatés en mettant un espace entre des groupes de mots, puis on essaie de les capter comme ça par bloc. C'est une bonne méthode. Cependant, ça prend, moi, ce que j'ai trouvé en le faisant, c'est en la pratiquant, en m'entraînant, c'est qu'on ne pouvait jamais cesser de vraiment penser à ce que l'on faisait. Evelyn Wood, méthode plus nord-américaine, consistait à guider tout simplement son œil. La légende dit que Kennedy, le président, lisait à peu près à 1200, 1500 mots minute. Elle serait allée le voir, ou des fois, il y en a qui disent que c'est l'inverse, c'est lui qui aurait suivi un cours avec elle. En tout cas, c'est dans ces époques-là. Euh, ça va voir, M. Kennedy, comment faites-vous pour lire aussi rapidement? Puis, ben, je ne sais pas exactement, aurait-il dit. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que je fais ce qu'on a toujours tenté de m'empêcher de faire à la petite école, c'est-à-dire que je suis mon texte avec mon doigt. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est mes yeux suivent mon doigt qui va très vite, puis je ne donne pas le choix, puis il faut qu'il suive. Parfait. Ça aurait fait deux groupes d'études, si on veut, d'essais, puis un groupe où on essayait de lire le plus rapidement possible, puis l'autre où on guidait, même on forçait l'œil par un objet externe. Et elle s'est rendue compte que le deuxième groupe allait très rapidement, beaucoup plus vite. Alors, elle a fait une méthode guide, dite du guide de l'œil. Et je pense que ça s'est même implanté de façon plus globale. J'écoute des fois des, euh, des vidéos, là, YouTube, qui viennent de France, puis on voit que maintenant, cette méthode-là de guider son œil, ça est pas mal la méthode la plus généralisée, si on veut. Donc, de Euh, guider l'œil, René-Louis, avec le doigt, fait en sorte, si je comprends bien, là, que l'œil n'ira pas un peu partout. Là. Tu disais tantôt que l'œil avait tendance à avoir en périphérie. En le guidant, ben, on le force à suivre. c'est carrément ça. C'est vraiment carrément ça. Puis on le voit quand on le fait que oui, là, il veut partir, mais on lui donne comme pas le choix. Alors, c'est vraiment pas pour, comme faisaient nos enfants, encore une fois, pour pas perdre le texte. C'est l'inverse, c'est on guide l'œil. Euh, on développe aussi un petit peu son style dans ça. Puis à un moment donné, ça devient un réflexe, finalement. Alors oui, la méthode est quand même assez simple à ce niveau-là. Puis après ça, on développe, puis on adopte aussi d'autres stratégies, mais c'est fondamentalement l'explication de la méthode. Euh, et puis, ben, ce qu'on veut faire, c'est atteindre les limites de les petits avions aussi que j'ai dessiné. Ben, pas c'est pas moi qui l'ai dessiné, mais je voulais un peu symboliser le mur du son, l'avion qui traverse le mur du son. La sous-vocalisation. C'est on énonce les mots dans notre tête, ça, on n'a pas le choix. Là. Le mythe est un peu de dire qu'on peut dépasser la sous-vocalisation. D'ailleurs, Richaudot et Evelyn Wood sont un petit peu aussi responsables là, des préjugés autour de la lecture rapide.
selon eux, il fallait absolument dépasser la vitesse de la sous-vocalisation. Euh, il y a de moins en moins de- les experts maintenant sont de plus en plus d'avis que c'est pas possible de vraiment la dépasser. Mais en gros, ça vient, c'est un auteur que j'aime bien, là, Elisabeth Rochefort. On peut graduer, là, il y a une graduation dans cette vitesse-là. Bon, 120 mots minute, c'est une lecture de déchiffrement, labialisation, les gens qui vont même articuler les lèvres en lisant, bon, souvent on est dans ces eaux-là. Euh, 150 mots est encore dans le mot à mot. 200 mots minute, ben ça, c'est la moyenne des gens. Il y a une prononciation mentale accentuée. Jusqu'à plus loin, on évoque toujours les mots, mais de façon plus rapide. Euh, à 500 mots minute et plus, ben, il y a quand même une anticipation un peu des mots. Comme je disais, le plus vite que j'ai rencontré en lecture intégrale, c'est à peu près 800 mots minute. Personnellement, qui ne suis pas, comme je disais, à la base, un lecteur très, très rapide, je peux avoir une vitesse de croisière à 350 mots minute, 400, ça va assez bien, ça va très bien, même si c'est la vitesse que j'aime. À 500 mots, ça commence à être inconfortable, là. Il y a Euh, quelqu'un qui demande, René Louis, la vitesse d'une conversation, c'est quoi? Ça dépend évidemment là, si c'est Louis-José Hood ou bien ça dépend de la personne qui parle. En moyenne, c'est à peu près 160 OK. au minute, quelque chose comme ça, là. C'est à peu près la vitesse à laquelle on parle. Puis, il y a ça aussi, il y a une vitesse pour être. Ben, d'ailleurs, est-ce que vous écoutez parfois des balados ou des livres audio? À un moment donné, on peut tomber facilement dans la lune parce que c'est pas très rapide. Ça tient Mhm. pas le cerveau suffisamment alimenté. Moi, j'aime pas beaucoup ça, les mettre en accéléré. Par contre, ben, je trouve pas ça agréable à entendre. Mais oui, c'est une bonne question. C'est à peu près 160 pour minute en moyenne. Il y a quelqu'un Euh, qui dit que c'est difficile à suivre avec une liseuse. Ah, ben la liseuse, c'est une bonne. C'est comme un livre. C'est comme un livre, puis c'est bien avec la luminosité et tout. Donc, oui. Puis l'avantage du livre, de la liseuse, c'est que le livre, c'est la dimension parfaite pour lire. C'est parce que la page n'est pas trop large. On peut englober plusieurs mots à la fois. Le retour d'une ligne à l'autre, se fait bien. Beaucoup plus facile que sur un écran d'ordinateur. Alors, oui, c'est vraiment un bon format, la liseuse, là. Puis, quand je prends un livre de mon côté, ben, j'aime beaucoup mieux les livres de poche que les gros livres, là, je sais pas comment dire, le livre original, là, parce que la page est trop large. Mhm. Alors il y a la largeur de la page, il fait pour beaucoup d'être capable de prendre trois ou quatre mots à la fois, que le retour soit pas trop laborieux de la fin de la ligne au début de Il y a l'autre. quelqu'un qui demande, est-ce que le type de texte influence la capacité de lecture? Si je lis au travail, c'est pas la même chose qu'un roman. Bien sûr, ce sont tous des facteurs. Est-ce que je suis intéressé? Est-ce que ce que je lis pour le travail, c'est un thème que je connais déjà? Si je le connais déjà très bien, je peux aller plus en mode écrémage. Je parlerai un peu plus tard des techniques, l'intérêt qu'on a, la complexité. Alors oui, ce sont tous des facteurs qui fait que, bon, oui, ces chiffres-là sont des chiffres génériques, si on veut, mais qui vont varier. Puis, un lecteur habitué aussi va, et ça c'est un facteur important, personne qui connaît moins de technique, qui a moins d'entraînement, va avoir toujours à peu près la même vitesse, alors qu'un lecteur, une lectrice plus, moi j'aime bien dire compétent, ben, va varier sa vitesse de lecture dans un même texte, du simple au double. Alors, oui, tout à fait, pour répondre à cette question-là, c'est un gros influence. À un moment donné, ben justement, on commence à reconnaître des mots. Vous connaissez, là, je vous laisse pas, juste si vous le connaissez, déjà, ce texte-là, je le laisse là une couple de secondes. Mais vous avez déjà peut-être vu, je ne sais pas si vous êtes capable de lire, là, selon une étude de l'Université de Cambridge. C'est connu, ce texte-là, il y en a plein d'autres. Au bout d'une ligne, on s'habitue très vite à lire, puis parce qu'on reconnaît des mots. C'est un petit peu comme quelqu'un qui a lu beaucoup, quand même, une reconnaissance, une anticipation des mots, puis ça fait partie quand même de l'entraînement à la lecture rapide. Euh, alors, les stratégies de lecture, maintenant, une fois qu'on a une bonne vitesse de base, les stratégies de lecture, ben, on peut aller jusqu'à à peu près une fois et demie
facile, sa vitesse de base selon les textes, selon la stratégie qu'on veut adopter. Donc, le survol, ben, c'est comme un peu se faire un plan de lecture avant. On va d'abord avoir une vue d'ensemble du texte, du livre, de l'ouvrage. On va lire les titres, les sous-titres, puis après ça, même, bon, lire introduction, conclusion, parcours, après ça, rapidement le texte, sans lire chacun des mots. Là, on est dans une stratégie de survol. Dans une formation, on pratique aussi des textes comme ça. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les gens, tout le monde le fait, des fois peut-être pas aussi systématiquement qu'on pourrait le faire, mais souvent avec une certaine pudeur. Je me dis, ben, puis ce que j'essaie de transmettre, c'est que c'est pas grave faire ça, c'est une bonne chose. Ça dépend de l'objectif qu'on a. Il y en a qui sont très bons aussi à faire ça. Ce qui est intéressant, c'est quand même, on pose des questions, puis on peut voir qu'on peut être très bon à lire très rapidement, mais être un petit peu moins bon à survol, et vice-versa. Donc, c'est des approches aussi à développer. Mhm. L'écrémage, ben, on trouve une information spécifique, on répond à des questions. Ça, c'est un aspect important. Répondre à des questions après avoir été sensibilisé aux méthodes de lecture, aux stratégies, ben, j'ai développé plus l'approche de poser une question au texte avant de la commencer. Puis là, ben, le cerveau est beaucoup plus efficace à trouver l'information et ça, des fois, dans un cours, on peut donner des cours, des textes 1600 mots que les gens ils vont répondre à des questions en 2 ou 3 minutes, puis Mhm. en ayant ni plus ni moins comme lu le texte, parce que le cerveau, quand justement il cherche aussi une réponse précise, il est obligé de discriminer l'information qui ne répond pas à la question. Donc, il y a aussi une captation souvent de l'ensemble du texte. Donc, ça, c'est une approche vraiment, je considère qu'il faut développer, poser des questions au texte. Le repérage, ben, on va repérer des idées, ça le dit. Ça aussi, on va faire des exercices d'entraînement parce que souvent, ben, on essaie de repérer l'information. Évidemment, on a repassé par-dessus le texte 2 ou 3 fois, puis on aurait peut-être pu aussi bien le lire finalement. Donc, on va essayer de s'entraîner à retrouver justement l'information rapidement, qui va faire en sorte que oui, là, peut-être autour de ce mot-là, de ce groupe de mots-là, on va approfondir un petit peu. Autre stratégie, évidemment, lecture analytique intégrale, qui est dans le fond à la base. Et qui, je pense, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai réécrit le livre sur la lecture rapide, qui doit maintenant être vraiment considéré comme une stratégie de lecture, la lecture critique, évaluer la validité d'un texte, la comparer avec d'autres sources, bon, tout ce qui vient avec la lecture critique, identifier les biais, bon. Euh, et une chose qui est bien importante, puis ça va beaucoup avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, évidemment, je ne m'en passerai pas, mais pour avoir une lecture critique, il faut avoir lu. Il faut qu'on soit capable justement de comparer à une information. C'est d'ailleurs peut-être un petit peu un danger de ces robots conversationnels, si on veut, qui sont extraordinaires, mais à condition d'être capable de valider cette information-là, puis validée principalement par notre connaissance. Euh, donc ça, pour moi, ça me paraissait bien important de parler de cet aspect-là dans le monde de l'information d'aujourd'hui. Euh, la mémoire a 3 piliers. Le premier pilier, bien évidemment, c'est l'intérêt qui va un peu avec la question tantôt, Michael, le type d'information qu'on lit. Si ça ne nous intéresse pas, ça a déjà moins de chances de passer, bien sûr. Est-ce qu'on peut quand même peut-être essayer de développer son intérêt, peut-être, mais c'est quand même un pilier important. Euh, Quelqu'un qui essaie de tout retenir n'est pas nécessairement dans un processus de rétention. C'est quelqu'un qui sélectionne l'information, qui l'associe à des choses qu'il sait déjà, a plus de chances de se souvenir de l'information à long terme. Peut-être que tout de suite après le texte, la personne, après la lecture, la personne qui a eu 100% de rétention va peut-être moins bien se souvenir à long terme de la personne qui a peut-être eu 60 ou 70%, mais qui a vraiment sélectionné l'information qu'il désirait retenir. Fait que ça, c'est un point très important. Et finalement, bien évidemment, la réactivation, qui est un autre pilier de la mémoire. Quand J'aime bien demander, quand vous lisez, est-ce que vous surlignez, prenez des notes, peu importe. Euh, Si la réponse est oui, est-ce que c'est pour retenir davantage là, pour inciter, ou bien est-ce que c'est pour revenir après? Si c'est pour Mhm. vraiment tenter de le retenir à ce moment-là, on est presque plus dans un processus d'oubli
que de rétention. Si on surligne sans trop essayer de s'en souvenir là, mais qu'on y revient après, là, on est dans un processus de réactivation. Là, on a beaucoup plus de chances de s'en souvenir. J'avais Il y a lu, quelqu'un, là, justement, René Louis, là, à ce sujet-là, qui disait, oui, effectivement, moi, je ne peux pas résister là, à la prise de notes. Quand je lis comment on concilie lecture rapide là, et prise de notes. c'est certain qu'on lit moins rapidement, mais c'est correct. Peut-être que ce qu'on a gagné en lisant plus vite, puis qu'on perd un peu en prise de notes, on le gagne bien des fois. Mhm. Puis ça m'arrive très souvent je suis en train d'en lire un présentement justement sur l'apprentissage où je surligne beaucoup. Mais je reviens après. C'est bien important. Puis la façon aussi dont je fais, dont je m'y prends, c'est que je reviens à chaque chapitre sur ce que j'ai surligné. Puis je vais y revenir quand je vais avoir fini le livre encore. S'il y a deux boucles de réactivation, c'est encore mieux. Alors oui, c'est un investissement de prendre des notes, mais si on le fait, il faut s'en servir. Donc, si on le fait, si on investit du temps dans ça, prenons un petit temps pour le réactiver. La réactivation, vous racontez à quelqu'un ce que vous avez lu, vous êtes en processus de réactivation. Donc, c'est un peu comme quand on a appris nos tables quand on était petit, s'en les répétant. Donc, c'est le processus de la réactivation. D'ailleurs, dans la formation, il y a un petit test, je vais parler d'Elisabeth Rochefort tout à l'heure, elle a un test très intéressant sur notre approche en lecture. Puis, en répondant aux questions, on voit lequel des trois piliers est peut-être à travailler, si on veut. C'est surtout la dynamique, dans le fond, globale du lecteur ou de la lectrice. Euh, alors, voilà. J'espère que ça a contribué à faire un petit peu un tableau là, de la lecture rapide. J'aime bien finir ben, quand on termine un cours, revenir dans le fond sur tout ce qu'on a vu. Puis d'amener la lecture comme une compétence basée sur certaines habiletés. La première habileté, ben, c'est de lire à peu près à 350 mots minute et plus. Puis c'est pas une affaire de performance, loin de là. C'est la vitesse, dans le fond, à laquelle le cerveau fonctionne. Donc, d'être capable d'alimenter le cerveau pleinement. Le prochain, ben, c'est à ça que servent toutes les stratégies de lecture. Le lecteur ou la lectrice compétente, varie ses vitesses de lecture, puis va le varier dans un même texte, un même ouvrage. On va être capable de comprendre les textes. Donc, on va être capable d'extraire l'information, compréhension littérale. On va être capable de déduire aussi des informations. C'est là que l'écrémage est important, va entrer en ligne de compte, évidemment, qui va être basé sur déjà nos connaissances. Euh, et la compréhension critique, comme je vous disais, qui s'est ajoutée à ça, qui est vraiment essentiel aujourd'hui, va être capable, va avoir le réflexe d'évaluer la crédibilité, les biais, la logique aussi d'un Mhm. texte. Et je vais être capable aussi de résumer, structurer l'information dans certains cas. Capacité à retenir par la prise de notes, faire des résumés, la réactivation. Donc ça, évidemment, c'est un muscle qui se travaille aussi, mais qui doit être supporté par donc la mémoire, j'entendais bien. La capacité aussi à transférer des connaissances, dans certains cas, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a souvent transféré ces connaissances-là. Et ne pas oublier la sélection et la gestion de l'information. On ne pourra jamais lire tout ce que l'on pourrait lire. Et des fois, ça provoque un certain sentiment on a l'impression de manquer quelque chose. Je pense qu'on est aussi bien de bien choisir la lecture que l'on va faire, puis de la lire correctement. Euh, et puis, que de vouloir absolument tout lire Mhm. sans exception. Alors, sur ce, Beaucoup de questions pour toi, oui, René-Louis. Si tu permets, il nous reste encore quelques minutes là, devant oui. nous. Si je fais le petit tri, ben, Evelyn Wood, sa méthode en a fait jaser plusieurs. Comment on fait pour mettre cette méthode-là en application, là, guider l'œil avec le doigt à l'ordinateur? Ah, OK. Alors bon, on parlait de la liseuse Pas de tantôt, question c'était pas là-dessus, là. l'ordinateur. Oui, le fait de lire, de- l'entraînement est toujours sur papier. On n'a pas, c'est beaucoup plus facile comme ça. Mais quand on transfère à l'ordinateur, évidemment, on va s'organiser pour que le texte soit pas trop large. C'est toujours ça l'enjeu aussi, là, mais on va suivre la même chose.
avec le curseur de façon assez globale. On n'est pas obligé de suivre à la ligne, mais savoir exactement où est-ce qu'on est rendu. C'est la même façon. Puis vous voyez, ça devient un réflexe. Puis si on s'entraîne un peu à lire avec la lecture rapide, ben, ces méthodes-là, ce que j'aime bien, c'est de dire, j'ai rencontré bien des gens qui m'ont dit l'avoir essayé. euh, Commencer une période de lecture, que ce soit à l'ordinateur ou sur papier, en guidant votre œil, et tout d'un coup, enlever le guide, quel qu'il soit, la main, le curseur, le crayon, puis là, continuez à lire, et là, vous allez voir que c'est comme si vous rentriez tout d'un coup sur une route avec plein de Mhm. trous. C'est d'amener cette fluidité-là, puis de le développer comme un réflexe. C'est vraiment que ce soit, dans le fond, il n'y a plus d'autres vraiment façons de fonctionner. Puis, évidemment, la vitesse, après ça, quand je lis un bon roman, j'aime beaucoup lire les romans, ben, je ne tenterai pas de lire à 500 mots minute, c'est certain. Quand je vais lire un rapport, oui, mais un bon roman, je vais lire ça à 300, Mhm. 350. Mais toujours en guidant l'œil. Puis le réflexe, ben, est le même quand je lis sur un écran d'ordinateur. Peut C'est finir par pas. avoir la liberté là, de varier. Oui, ça va être la même chose. Puis là, ben, tu es plus en écrémage. Puis souvent, les textes à l'ordinateur sont quand même pas aussi intéressants que ce qu'on lit là, dans un bon roman ou sur une liseuse. Alors, on va passer, on va appliquer la même méthode. Il faut vraiment, le but, c'est que ça devienne une forme de réflexion. Encore quelques questions pour toi, René-Louis, très Oui. intéressantes. On va démystifier des affaires ensemble, là. Le temps de vous rappeler que si vous avez envie d'en savoir plus sur cette formation-là, c'est le code CM110 qui est disponible sur Technologia ou Qualitan. Alors, CM110 pour la lecture rapide. René-Louis, il y a Anneline qui nous dit, donc, est-ce que c'est une bonne stratégie de lire tout haut? Non, non, c'est lent. C'est pas plus. Ben, c'est une bonne stratégie, c'est pour retenir. Et là, c'est autre chose. Hmm. Pour retenir, quand je lis un livre en anglais, puis j'ai pris mes notes, quand j'ai comme, je parle, je suis pas totalement, je parle pas aussi bien anglais que français, évidemment. J'aime bien relire mes notes à voix haute en anglais, mais là, c'est une stratégie de rétention, pas de vitesse de lecture, parce que la vitesse de lecture, elle sera jamais aussi rapide à haute voix. Et il y a Mhm. des gens qui aiment mieux, justement, euh, répéter leurs notes à haute voix pour mieux retenir. Là, ça dépend de l'objectif. Est-ce qu'il y a une quantité de temps à passer par jour pour l'entraînement à la lecture rapide? Quand j'ai moi-même voulu m'entraîner à la lecture, c'était pas dans le but de donner des cours. C'est vraiment dans le but de retrouver le plaisir à lire. J'ai assisté aux formations de base. Bon, Evelyn Wood, j'ai fait ben, une qui s'inspirait de ça. J'ai fait vraiment Richaudot aussi. Et ce que, pour moi, qui était difficile, c'est que justement, il fallait s'entraîner beaucoup et à tous les jours, justement avec des objectifs qui étaient un peu insensés. Alors, pour moi, en tout cas. Jusqu'à temps, j'allais suivre un cours avec Steve Harris, qui est un vieux de la vieille, là. Son père avait une franchise, Evelyn Wood. Steve Harris il est à sa retraite depuis un bon bout de temps. Et puis, Steve, quand il a repris la franchise de son père, dont on parle d'un bon bout de temps, il Mhm. s'est dit, ça se peut pas que tout le monde puisse dépasser la vitesse de sous-vocalisation. Cependant, il s'est dit, tout le monde peut en atteindre les limites. Donc, il a repris la méthode et il l'a simplifiée. Et ce que j'aime beaucoup cette approche-là, c'est qu'il n'y a pas une question de si je fais ça pendant un mois, tous les jours. C'est tout de suite. Alors, quelqu'un, après une journée de formation, il peut le pratiquer tout de suite. C'est vraiment. euh, donc, c'est pas beaucoup d'entraînement. Dans le livre que j'ai écrit, il y a un petit programme qu'on peut faire par soi-même. Là, oui, au bout d'un mois, à peu près, si on a la discipline de le faire, puis je donne la méthode, bon, avec un chronomètre, avec même un métronome. Au début, se donner un certain rythme. Au bout d'un mois, ça va être fait. Mais même à ça, en une journée, c'est fait. Dans le cours, juste pour vous donner une idée, on lit un livre entier en 45 minutes. Au retour du dîner, pas un immense livre, une centaine de pages, 45 minutes, à peu près 420 mots minutes. Puis les gens sont étonnés de répondre très bien aux questions qui sont là. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'approche de Steve Harris, là, je lui donne le mérite, c'est que c'est à- à- c'est la portée de tout le monde. C'est pas Mhm. de la performance, loin de là. Donc, c'est vraiment d'atteindre la limite de la sous-vocalisation pour soi-même, dans le fond. C'est un petit peu ça aussi.
Beaucoup de questions sur la langue seconde, René Louis. Est-ce qu'il y a un ratio, nombre de mots minutes entre la langue maternelle et la langue seconde? Ça dépend jusqu'à quel point on parle, on maîtrise la langue seconde, mais il y a un fait important à souligner, c'est que tous les participants que j'ai eus dont la langue maternelle n'était pas le français sont souvent ceux qui ont fait le plus de progression. Parce que quand on lit dans une autre langue, ce qui est mon cas, on a beaucoup d'hésitation. Alors que justement, le fait de guider son œil va nous forcer à pas s'arrêter à chaque mot, à pas euh, donc, évidemment, à une certaine vitesse, mais il y a pas de ratio, parce que ça dépend jusqu'à quel point on maîtrise la langue, mais ce qui est certain, c'est que ça va beaucoup aider à lire dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. On dit, est-ce que vous pouvez épeler, donc Steve Harris, c'est ça? Oui, Harris? Oui, mais il est à la retraite depuis longtemps. Puis, On peut retrouver ses ouvrages. je sais pas, trouver ses ouvrages, vous dites? Non, il n'a pas écrit. Pas écrit. OK, C'est un bien bon gars, mais il est à la parfait. retraite. On se tourne vers tes livres, finalement. Oui. René Ben, Louis. Euh, j'enseigne. Ce que j'ai rajouté, moi, dans la méthode, c'est plus les stratégies de lecture. Steve enseignait la vitesse intégrale. J'ai rajouté des éléments. Aussi, j'ai rajouté des éléments qui vont autour de la gestion de du temps, dans le fond, des outils mhm. de gestion du temps pour mieux gérer notre charge de lecture. Mais Steve, c'est vraiment lui qui a épuré la méthode pour lire intégralement. Mais Quelques questions sur les enfants en terminant. À quel âge les enfants peuvent faire un cours de lecture rapide ou est-ce que cette technique est recommandée aux enfants, aux ados? ben, ça, c'est tellement un point important, intéressant. Juste le fait de guider son œil, il y a de plus en plus d'enseignants qui vont le conseiller aux jeunes. J'ai une belle-sœur qui enseigne au primaire, puis elle, ce qu'elle disait, ce qui est dommage, c'est que moi, je monte à mes enfants à le faire, mais ils arrivent à l'année d'après, puis l'enseignant dit de pas le faire. Fait que il n'y a pas d'uniforme, il y a pas d'âge. C'est facilitant. C'est facilitant de faire ça. Puis c'est même pas de la lecture rapide. Si on disait à nos enfants, regarde, ça va aller mieux si tu guides ton œil, puis et ça deviendrait plus facile. Les enfants, c'est des éponges. Mais ce qui est malheureux dans ça, c'est qu'il n'y a pas une ligne directrice dans les écoles. Puis moi, j'ai toujours hésité, bon, mes enfants sont grands, là, mais à faire des trucs à mes enfants qui seront peut-être à l'encontre de ce que l'enseignant dirait. Fait que c'est pas, mais une chose est sûre, c'est que si un jeune suit un cours de lecture rapide adolescent, s'il est intéressé, évidemment, on le sait, là, si l'ado n'est pas intéressé, ça ne marchera pas. Mais s'il est intéressé, ils sont rapides, ils sont tellement rapides parce qu'ils ont pas, ils sont plus prêts à prendre des nouvelles habitudes. René Louis, merci énormément pour ce webinaire. Merci d'avoir pris le temps avec nous, de t'être prêté au jeu. Encore une fois, je vous rappelle que la formation sur la lecture rapide est disponible chez Technologia Information Qualitan dans le code CM110. Si vous avez envie de plus d'infos, ben, contactez-nous ou allez voir sur le site web ou simplement écrire lecture rapide sur le technologia.com. René Louis, merci beaucoup. Le Merci webinaire beaucoup. sera disponible sur la chaîne YouTube de Technologia là, au cours des prochaines minutes, prochaines heures. Alors, on se dit à très bientôt pour un autre webinaire Cohésion. Bon après-midi. Merci beaucoup.